Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. C'est le cas de le dire, Charles Trenet. Mais paye tes dettes. Qui doit payer ses dettes à qui? Avec, je le rappelle, quand même 3 000 milliards, effectivement, de dettes actuellement dans notre cher et doux pays. Alors voilà, le gouvernement veut autoriser dès décembre les distributeurs à vendre les carburants à perte, sur une période limitée de quelques mois, une première depuis 60 ans. Depuis 60 ans, c'est la première fois qu'un gouvernement dit, écoutez, allez, faites des efforts. Alors voilà, l'essence, le gazole, il faut réduire les prix à la pompe. Philippe Herrlin, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, vous suivez ces affaires, et on vous a souvent reçu, et toujours avec plaisir. Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est quoi cette histoire? Vendre à la perte, bon, on comprend, mais on a envie de savoir, au fond, l'État dit au PDG de ces industries, des industriels, allez-y. Mais comment se décompose, on est déjà arrivé, le prix à la pompe? Je rappelle qu'il est aujourd'hui, corrigez-moi si je me trompe, de 1,970 €. Oui, c'est ça. Oui. Alors, comment il se décompose? Qui gagne qui touche qui? En fait, oui, cette demande du gouvernement, elle est étonnante parce que ceux qui en prennent le moins sur le litre d'essence, c'est justement le distributeur. Celui qui se sert le plus, c'est l'État lui-même. Sur le prix d'un litre d'essence de SP95, on est à 52% de taxes. 52% de taxes. Voilà, plus de la moitié qui tombe dans la poche de l'État. Il y a 36%, c'est le prix du baril. Donc ça dépend pas de nous, c'est les prix du marché du pétrole. Voilà, on n'en produit pas en France, donc ça dépend pas de nous. Et il y a 12% qui sont le coût de distribution. Mais là, on parle bien du coût, on parle pas de la marge. Ah oui, donc voilà, c'est le coût. Donc c'est eux qui se servent le moins. Et on sait que les marges dans la distribution, elles sont vraiment extrêmement faibles. C'est un métier qui est quand même très concurrentiel. Les marges, on parle de quelques centimes. Par litre. Ouais, donc même s'ils avaient fait des pertes, même s'ils avaient accepté de faire des pertes, ça aurait joué vraiment à la marge. Le seul qui peut vraiment faire un effort, c'est l'État. Mais lui, il va en faire aucun. Alors justement, Philippe Herrlin, c'est intéressant. Dans ma naïveté première, on pourrait se dire, mais attendez, plus de 50%, pourquoi l'État ne baisse pas justement la taxe? Enfin, un peu, on ne veut pas de la supprimer, bien sûr, mais de la baisser. Et bien là, il n'en est pas question. Non, pour moi, il y a deux raisons principales. La première, c'est les contraintes budgétaires, c'est-à-dire qu'on a un déficit gigantesque qui s'est creusé avec le Covid et qui se résorbe très difficilement. Voilà, donc c'est la première raison. Et la deuxième raison, elle est plus idéologique, c'est que diminuer les taxes qui pèsent sur l'essence, une énergie fossile, ce serait remettre en cause la transition énergétique qui est le principe économique et je dirais même philosophique et presque religieux et fondamental du gouvernement, quoi. Donc ça, il faut pas y toucher. Le Coran, l'Évangile. Voilà, c'est tout à la fois, c'est la transition énergétique, tout est déterminé par ça. Elisabeth Borne est intervenue déjà, Emmanuel Macron va le faire la semaine prochaine, a priori, il va réinsister là-dessus, sur la planification écologique. Donc diminuer les taxes qui pèsent sur l'essence, c'est philosophiquement impossible pour ce gouvernement. On envoie un signal fort aux écologistes et à ceux qui font la transition de comment vous encouragez les énergies fossiles, c'est ça? Voilà. C'est-à-dire s'ils le faisaient, à ce moment-là, tous les écologistes lui tomberaient sur le dos en disant vous remettez en cause la transition. Voilà. Enfin, on pourrait juste leur poser la question. Vous, est-ce que les écologistes représentent les 60% du pays? Enfin, je sais pas. Et les automobilistes qui font et ils ont besoin de leur voiture. Enfin, on peut dire ce qu'on veut sur la voiture, c'est pas, on pourra en discuter des heures. Enfin, il y a un problème. Mais aujourd'hui, rappelez-vous les gilets jaunes, on n'était pas du tout à ce prix quand il y a eu la révolte des gilets jaunes. 1,970, c'est-à-dire que demain ce sera 2 €. Et même oui, on plus. va y arriver. Surtout que la partie que nous ne contrôlons pas, qui est le prix du pétrole sur le marché, est en train d'augmenter parce qu'il y a une volonté de l'Arabie Saoudite et de la Russie, qui sont deuxième et troisième producteurs. Le premier étant les États-Unis, mais c'est essentiellement pour leur marché intérieur. Bien sûr. Donc l'Arabie Saoudite et la Russie se sont mis d'accord pour diminuer leur production de façon à faire monter le baril, à faire monter les prix. Et ça, c'est acté. C'est acté. Ça a été décidé début juillet. Ça a été reconfirmé officiellement début septembre. Et les autres pays de l'OPEP vont dans la même direction. Donc il y a une diminution de la production. Donc on s'attend à ce que le prix monte. les prix, voilà, on a franchi les 90 $, on est à peu près à 95. On va très certainement aller vers les 100 $. Et ça pose un gros problème parce que comme c'est un coût énorme pour l'économie, c'est une ponction qui va s'opérer sur l'économie, donc ça va avoir un effet récessif. Et puis, comme c'est de l'énergie, ça va avoir un effet inflationniste aussi. C'est-à-dire que là, récemment, la Banque Centrale Européenne a monté son taux d'intérêt à 4%, qui est le record depuis qu'elle existe, depuis que l'euro existe. C'est le record, ah oui. C'est le record. Bon. Mais le problème, c'est que
ça va avoir un effet limité, parce que même si ça réduit le crédit, même si ça refroidit la machine économique, parce que c'est l'objectif quand on monte le taux d'intérêt, si l'énergie augmente, de toute façon, ça aura un effet inflationniste. Parce que l'énergie, ça se diffuse dans toute l'économie. Et là, on parle du pétrole, mais il faut savoir que le prix du gaz est très corrélé au prix du pétrole. Donc, on peut s'attendre mécaniquement à une hausse du prix du gaz. Et comme on est dans le marché européen de l'électricité, qui fait que le prix de l'électricité est indexé sur le prix du gaz, on parle ensemble. On va avoir une hausse du coût de l'électricité. Et tout ça, ça va se répercuter dans l'économie, et notamment l'alimentation qui consomme beaucoup d'énergie, avec aussi bien les engrais que le transport et la chaîne du froid. Voilà, donc on risque de continuer à avoir une inflation forte sur l'alimentation, sur l'énergie, qui sont des postes très importants pour les ménages français, et des dépenses qu'on ne peut pas reculer, évidemment. On ne peut pas couper le courant et arrêter de manger. Voilà, c'est des dépenses obligatoires. Voilà, et on va pas laisser le frigo vide. Voilà, et donc ça va avoir un effet vraiment dur sur le pouvoir d'achat, quoi. Enfin, Philippe Herlin, et comment il se fait? Alors, vous avez dit vous-même, alors, la seule chose qu'il trouve à dire, et vous avez montré que le prix de distribution, là, ce n'est pas ces affreux capitalistes qui s'enrichissent avec des marges bénéficiaires énormes. Et alors, il dit oui, mais vendez à perte. Et vous avez vu qu'ils ont tous refusé. Est-ce qu'ils peuvent, juste un mot, ils peuvent les contraindre? Est-ce que le gouvernement peut les contraindre? Non. Non, c'est même le contraire. C'est qu'il y a une loi qui interdit de vendre à perte. Et cette loi, elle est quand même importante, parce que sinon, on peut assister à des dérives. Surtout que ce sera un avantage offert aux gros. Parce qu'au départ, quand la mesure a été annoncée par le gouvernement, les premiers à protester, évidemment, ça a été les représentants des pompistes indépendants qui, eux, évidemment, ils ne peuvent pas vendre à perte, sinon ils mettent la clé sous la porte. Donc, si cette mesure était passée, ça aurait amené à la faillite, à la disparition de pompistes qui se trouvent souvent à la campagne, dans des zones faiblement peuplées, donc ça aurait été un service en moins. Et puis ensuite, Total a dit moi, il n'y a pas de raison que je vende à perte, parce que même si ça diminuerait ses profits, mais il n'y a pas de raison pourquoi vendre à perte. Et puis ensuite, les chaînes du supermarché, qui à la limite auraient peut-être pu avoir intérêt à ça, parce que eux, ils peuvent compenser, puis c'est une façon d'avoir un produit d'appel, et puis ensuite les gens font leurs courses dans leur magasin. Ils auraient pu avoir intérêt. Mais même eux, ils ont dit non, Leclerc a dit non, et le patron de Carrefour, Alexandre Bompard, a dit, je cite, l'interdiction de la vente à perte est un principe très important du commerce depuis 1963. Voilà. Et lui, il met en garde contre le fait d'ouvrir la boîte de Pandore, parce que si on commence à vendre à perte l'essence, on peut le faire sur d'autres produits. Et le problème, c'est que ça fragilise complètement les filières, quoi. Et puis ça peut créer une inéquité au niveau territorial, c'est-à-dire dans certaines parties de la France, ça sera à perdre, d'autres parties non. Et voilà. Et donc, même la grande distribution, qui à la limite aurait pu avoir intérêt à vendre à perte, elle a dit non, quoi. Donc c'est un échec complet pour le gouvernement, quoi. Mais c'est ce qui est étonnant quand même, on peut se dire, Philippe Herlin, c'est comment on lance ça? Comment? C'est des conseillers, c'est des... Qui? Enfin, ce sont des gens qui sont là, ils sont aux affaires quand même depuis déjà quelques années, ils ont quelques relais, ils ont quand même quelques connaissances, ils sont d'ailleurs payés pour ça. Comment ça se fait? On lance comme ça un ballon d'essai sans, vous m'avez dit, ils n'ont pas parlé avec les grands distributeurs avant. Ils ont lancé le ballon d'essai, quoi. C'est là on voit vraiment que c'est de l'amateurisme, parce que la moindre des choses, ça aurait été que justement les conseillers ou le ministre décrochent son téléphone et appellent les gens de la filière pour voir si c'était possible. Et puis si c'était le cas, combien est-ce que ça représenterait d'économie sur le prix de l'essence? Ils se sont rendus compte déjà là que ça aurait été infime, que ça aurait à peine compensé la hausse du prix du baril, voilà. Et donc à ce moment-là, ils auraient dit bon, on arrête, quoi. Mais le fait qu'il l'ait annoncé publiquement dans les médias, c'est quand même effarant, quoi. Puis ensuite, ils se rendent compte que ça marche pas, quoi. Que les pompistes indépendants, ils vont mettre la clé sous la porte, et voilà. Donc c'est quand même assez effarant de voir un tel degré d'amateurisme. Alors mais il y avait un objectif, parce que la première déclaration de Bruno Le Maire, on s'en rappelle, c'était une durée de 6 mois à partir de décembre, ce qui correspond, comme c'est étonnant, à l'élection européenne du 9 juin, quoi. Voilà. Donc c'était une façon de faire un petit cadeau. On tout ça avant les élections européennes. C'est une façon de faire un petit cadeau jusqu'aux élections européennes en disant regardez, on agit, et puis une fois que les élections européennes sont passées, pof, on supprime le truc. Donc alors on arrive au fond, vous avez dit ça, vous avez dit attendez, le mantra, c'est évidemment le credo absolu, c'est on ne va pas faire des cadeaux aux énergies fossiles et diminuer les taxes, donc de l'État, c'est pas possible. Mais dites-moi, comment il se fait que ce
problème qui est en fait politique, parce que à l'heure où on parle, et vous le savez mieux que moi, Philippe Herlin, c'est que les centrales à charbon rouvrent, les centrales à gaz rouvrent. En Allemagne, hein, la patrie de l'éolienne, on voit ce qui se passe, ils démantèlent leurs éoliennes, et ils refont du gaz et du charbon. Enfin, ils n'ont jamais arrêté. On voit très bien que la Russie même continue à vendre du gaz à l'Europe, on le sait, par des manières détournées, mais ça se fait. On rouvre Saint-Avold en France, notamment, et autres. Mais comment il se fait qu'il n'y ait pas des politiques, justement, qui disent, attendez, les énergies fossiles, oui, c'est peut-être pas bien, mais on en a encore besoin, et on en a encore besoin pour un certain temps. Comment il se fait que ce sujet, par essence politique, et pas seulement, justement, environnemental, et surtout pas, n'est pas sur la place publique, justement, avant les élections européennes, par exemple? Le problème, c'est qu'il n'y a pas de vrai débat là-dessus. Et même y compris, moi je dis, il faut aller au fond des choses, sur la réalité du réchauffement climatique anthropique. Bon, ça c'est un débat, mais... C'est un débat. On l'aura et on les a et on l'aura encore. Voilà, on nous dit qu'il y a un consensus scientifique, il est faux. Il y a des experts, notamment l'association Clintel, dont on parle jamais dans les médias, mais qui regroupe 1500 experts qui disent qu'il n'y a pas d'urgence climatique, qu'il n'y a pas de réchauffement climatique anthropique. Donc moi je dis qu'on pourrait au moins permettre le débat là-dessus. Moi, à mon petit niveau d'économie, j'ai lancé l'initiative qui est une liste anti-transition énergétique aux élections européennes. Je suis en train de fédérer, de prendre des contacts, je ne sais pas si ça pourra se faire, mais en tout cas, lancer l'idée, ou qu'au moins elle s'est reprise par une des listes qui sera... Une liste anti-transition énergétique. Voilà, parce qu'il faut aussi comprendre que ce qu'on voit avec l'essence, on l'a partout ailleurs. On assiste, en ce moment, on sait que les gens, notamment les étudiants, ont beaucoup de mal à trouver un studio dans toutes les grandes métropoles universitaires. Bon, mais le gouvernement a mis en place le DPE, le diagnostic de performance énergétique, qui a fait sortir, déjà depuis le 1er janvier, les logements G+, ça fait un demi-million de logements qui ont été sortis, dont on a interdiction de les louer, et ça explique directement déjà les pénuries. Déjà 500 000. Interdit de louer, interdit de louer. Et ça explique les pénuries actuelles. Ce serait très facile de résoudre les pénuries actuelles en simplement, je ne vais même pas dire en supprimant ou en annulant, mais en décalant dans le temps le calendrier des DPE. Mais ça, ils ne le font même pas. Donc, c'est vraiment une position idéologique. Et dans 2 ans, ça va être les G, ensuite les F. Oui. Et c'est donc des milliers de logements. 5 millions de logements sont impactés. Voilà. Donc, il y a une idéologie qui gouverne le gouvernement. Contre la réalité économique, contre le bon sens, quoi. Il y a des pénuries de logements, il y a de l'essence qui est trop chère, mais non, ça... On ne dévie pas la transition énergétique, on continue, on fonce dans le mur en klaxonnant. C'est effarant, quoi. Oui, mais Philippe Herlin, je pense que le gouvernement a trouvé la solution, tous à Versailles. Tous à Versailles comme en 1789. J'exagère à peine. Mais voilà, on va tous se loger là-bas peut-être et étudier là-bas. Se loger ou comme les femmes qui sont allées à Versailles pour demander du pain. Ou demander du pain ou des bidons d'essence maintenant. Voilà, il faudra peut-être aller à Versailles pour se faire entendre. Exactement. Et à la télévision, on leur présente de la brioche. Voilà. C'est un peu ça. Marie-Antoinette, bonjour. Philippe Herlin, merci. Donc, je crois que c'est vraiment une espèce de... Je ne sais pas, de cercle, je ne sais pas s'il est vicieux, fou, délirant, mais enfin, il y a un vrai problème. On en continuera d'en reparler et on va surtout parler de cette liste sur l'anti-transition énergétique. Je pense que ça vaut le coup d'en reparler. Merci encore. Merci. Qu'est-ce qu'il a? Bonjour. Bonjour, docteur. Michael Rochois, vous êtes médecin généraliste dans le Pas-de-Calais, c'est bien ça? Oui, bonjour Monsieur Berkoff. Bonjour docteur. Écoutez, merci d'être avec nous. Alors, vous êtes médecin généraliste et vous aviez consulté le dossier vaccinal d'Emmanuel Macron, comme il vous est le loisir et absolument tout à fait légal, à l'été 2021, c'est ça? Alors, j'ai bien consulté le pass vaccinal d'Emmanuel Macron le 13 juillet 2021. Alors, c'est pas quelque chose qui est légal, c'est pas quelque chose qu'il faut faire. Ceci étant, alors juste, pardon, docteur. Pourquoi vous l'avez fait par curiosité? C'est pas un péché, hein. C'est pas un délit. Alors, ça remonte un peu avant, c'est-à-dire que nous, quand on est médecin généraliste, au début d'année 2021, on avait la possibilité de vacciner les gens avec de l'AstraZeneca, des petits flacons qui contenaient 10 à 12 doses, puis du Moderna, du Pfizer. Et on réclamait la liste de nos patients sur leur statut vaccinal pour pouvoir les contacter et prioriser, dire aux gens, je voudrais vous vacciner, je peux vous vacciner, est-ce que vous êtes vacciné? Parce qu'on devait le faire, mais de façon aléatoire, parce que les patients pouvaient être vaccinés en centre de vaccination en parallèle. Ah oui, pour qu'il n'y ait pas de doublon, vous voulez dire, c'est ça, quelque part?
C'est surtout parce qu'en fait, on appelait les gens. Est-ce que vous avez été vacciné entre-temps? Oui, non. D'accord. Si vous n'êtes pas vacciné, est-ce que vous souhaitez vous faire vacciner? Oui, je peux vous vacciner. C'est une perte de temps, alors que la sécurité sociale avait la liste de tous nos patients vaccinés Bien sûr. et refusé de nous la donner. Elle a refusé de nous la donner jusqu'à mi-juillet sous prétexte que c'est un peu secret. Mais c'est pas secret puisque un médecin avec le numéro de sécurité sociale de quelqu'un peut avoir accès au statut vaccinal. La Sécu aurait pu vous faire gagner du temps et voilà, c'était ça, quoi. La sécurité sociale aurait pu nous faire gagner du temps et favoriser la vaccination. C'est d'ailleurs paradoxal puisque, par exemple, Guillaume Rosier a été félicité pour son action Vite ma dose qui lui a valu l'ordre numérique. Alors, quelque chose comme ça. D'accord. Donc, vous êtes allé voir. Alors, comment ça s'est passé? Vous avez consulté la liste, c'est ça? Non, alors, en fait, j'ai un patient qui arrive. Alors, donc, à ce moment-là, en interview, je disais, c'est ridicule parce qu'on a le numéro de sécu de tous nos patients, Bien donc sûr. on a le statut vaccinal de tous nos patients. Si j'ai le numéro de sécurité sociale d'Emmanuel Macron, alors je peux consulter son statut vaccinal, sauf s'il y a un blocage. Peut-être qu'il y a un blocage pour certaines personnalités, peut-être que M. André Berkoff, né le 12 décembre 1940, j'ai vérifié tout à l'heure, un blocage sur son nom, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Non, j'ai aucun blocage. D'accord. Il n'y a aucun blocage. Et donc, je m'étais dit, on peut vérifier sur le président. En fait, le 13 juillet, j'ai un patient qui arrive au cabinet. Il n'a pas sa carte vitale. Il me donne son nom, son prénom, sa date de naissance. Et je me rends compte qu'avec une mise à jour de mon logiciel toute récente, ces 3 informations permettent d'obtenir son numéro de sécu. Et je me dis, juste le patient parti, je regarde dans quelques instants, je me dis, je vais vérifier pour le président de la République, exactement comme je venais de le signaler quelques jours auparavant en interview. Et donc, je vais vérifier et je regarde le pass vaccinal du président. Et donc, je me rends compte que c'est accessible. Je me rends compte d'une deuxième chose, c'est un problème de date. Et du coup, là, je vois 2 problèmes. Le premier, c'est que c'est accessible. Donc, le statut vaccinal de toute personne politique est accessible. Et potentiellement, on peut imaginer des listes et des personnalités publiques telles que vous, des listes qui pourraient circuler du statut vaccinal de certaines personnes en fonction des positions qu'ils vont plus prendre sur le vaccin. Et l'autre chose, c'est une erreur de date qui a fuité dans Mediapart, pas du tout de ma faute. Moi, ce que j'ai fait, c'est que le soir, j'ai appelé l'Élysée. J'ai appelé l'Élysée en disant, je me suis rendu compte de 2 choses. La première, c'est qu'on peut accéder au statut vaccinal du président en quelques secondes, et ça me semble un problème. Et il y a une erreur qui pourrait nuire à la réputation du président de la République et qui pourrait nuire également à la réputation. Mais pardon, cette erreur de date était laquelle? Excusez-moi, docteur, puisqu'il y avait une date ou 2 dates parce que l'Élysée avait donné la date de la première vaccination du président. Parce que vous dites erreur de date, mais il y a une date. Ça, en fait, c'est pas ça. En fait, juste pour redire ce qui a été dit sur Mediapart, pour rien révéler de ce que j'ai vu, évidemment, mais qui est voilà. Ce que dit Mediapart, c'est que l'éligibilité du président de la République a été notée au 31 mai 2021. Et la première vaccination a été déclarée plus tard. La réalité, c'est qu'il a été vacciné le 31 mai 2021, très probablement, à la fois comme il l'a signalé et comme... j'ai absolument aucun doute là-dessus, en fait. D'accord. Donc vous l'avez signalé à l'Élysée, c'est ça? Donc je signale à l'Élysée le soir, mais l'Élysée ayant l'attention et le niveau de concentration visiblement d'une classe de grande section maternelle, et là, ils ne tiennent pas compte de cette information. Et un peu plus tard, dans Mediapart, sort cette information qu'il y a une erreur de date. Et donc à ce moment-là, je revérifie le jour où Mediapart sort en me disant, quand même, j'ai donné l'information, c'est 3 minutes à corriger pour éviter ce mini-scandale. Bien sûr. Est-ce qu'ils l'ont fait? Et donc je vérifie, ils l'ont pas fait. Et ils l'ont pas fait, Oui, c'est un peu négligence. Alors, mais ce que je ne comprends pas, et ce pourquoi effectivement on vous a appelé, ce qui est extraordinaire, c'est que vous soyez suspendu pendant 15 jours par l'ordre des médecins du Pas-de-Calais pour, entre guillemets, manquement aux obligations déontologiques. Alors, je voudrais comprendre en quoi vous avez manqué aux obligations déontologiques. Alors, en fait, pour la suite, du coup, quand tout ça s'est sorti dans Mediapart, le directeur général de la CNAM, Thomas Fatom, a envoyé la liste d'une centaine à peu près de professionnels de santé, d'ailleurs mal anonymisés, puisqu'on l'a tous reçu. Moi, je vois quelques personnes qui ont consulté la liste des médecins, c'est très du président de la République. Ils ont mal anonymisé pour un problème de violation de secret. Le Conseil national de l'ordre des médecins s'est emparé de ce sujet avec beaucoup de passion, et ils ont transmis à tous les conseils départementaux. Moi, j'étais le seul dans le Pas-de-Calais en disant il faut prendre les mesures disciplinaires qui s'imposent. Et alors là-dessus, je voudrais juste faire une petite aparté, c'est que ça fait depuis 2019, je milite pour que les assurances
arrêtent de faire de la violation réelle de secret professionnel, de secret médical, lorsque leurs assurés ont un arrêt de travail long, par exemple, et que là, ils en profitent pour demander la liste des antécédents aux médecins. C'est-à-dire que je reparle de ça après, si vous voulez bien. C'est un sujet qui est vraiment important et un peu non, mais alors, écoutez, on reparlera de ça, c'est un vrai sujet, mais je voudrais qu'on reste simplement sur ce que vous avez eu, ce qui s'est passé. Donc, l'ordre des médecins, du coup, qui est habituellement moins emprunt à agir aussi efficacement, a agi très efficacement cette fois, parce que tous les conseils départementaux nous ont tous convoqués. On a été transférés pour certains en chambre disciplinaire, probablement tous, ça je ne sais pas, on n'a pas fait de groupe WhatsApp. Et donc, moi, j'ai été en chambre disciplinaire de première instance dans le Nord. C'était en juin 2023, donc le délai est lié au délai de la justice ordinale. Et donc la décision a été de mettre 15 jours de suspension du 1er au 15 novembre, la raison étant... donc du 1er au 15 novembre prochain, c'est ça? Oui, 2023, c'est ça, pour violation de secret médical. Alors, mon argumentaire, alors je reviens pas sur cette décision, la décision, je ne suis pas au-dessus de la justice ordinale, donc je vais juste préciser mon argumentaire en quelques mots, qui est très simple. Violation de secret médical, cette information, je l'ai eue, je l'ai révélée à personne. J'ai contacté l'Élysée juste, mais j'ai signalé la faisabilité et le problème qu'il pourrait y avoir. Secret, non, il n'y avait pas de secret, c'est-à-dire que le président de la République a live-tweeté quand il était au Fort de Brégançon, tous les jours, il était sur son téléphone en disant « je suis malade, je tousse », etc. en décembre. Le 31 mai, il a tweeté « je suis vacciné », ça a été repris dans toute la presse. Donc, à partir du moment où une information est notoire, il n'y a pas de secret. Et la dernière chose, c'est que médical, c'est tout à fait... le vaccin Covid, vous me disiez tout à l'heure, vous avez accédé à la liste. Non, on n'a pas une liste, c'est-à-dire qu'avec le numéro de sécu de la personne, on récupère juste le statut vaccinal. J'ai aucune information sur l'état de santé de la prostate du président ou quoi que ce soit. J'ai juste l'information. L'information de qui a été vacciné. Avec quel vaccin, à quelle date? Oui, mais justement, attendez, ce que vous avez expliqué est très clair. Il n'y a pas de secret sur ce problème du pass, puisque vous avez le nom, vous pouvez voir pour moi et comme pour n'importe qui, vous avez le nom, la date de naissance, etc. Vous remontez, vous avez effectivement savoir s'il a été vacciné ou pas, en tout cas, si il a le pass vaccinal ou pas. Donc, on comprend pas très très bien la sanction en dehors de fait, c'est ça qu'on comprend pas, quoi. Globalement, il faut pas le faire. Je l'ai pas fait pour vous. Je ne sais pas si vous êtes vacciné ou pas vacciné, parce que ça reste secret. Mais en l'occurrence, le président de la République, on le sait que le 31 mai 2021, il était vacciné. Il l'a dit. Donc c'est pas secret. À partir du moment où c'est pas secret, moi j'ai voulu faire une preuve de concept, c'est-à-dire en juillet, je me dis je vais vérifier quelqu'un, je vais vérifier le président de la République, parce que s'il y a un blocage sur quelqu'un, c'est sur le président de la République. Si ce n'est pas bloqué sur le président de la République, alors ce n'est bloqué sur personne. Alors quelqu'un pourrait faire circuler une liste des 11-12 candidats à la présidentielle l'année suivante en disant voilà qui a été vacciné par qui, quand, où. C'est un peu problématique. Toutefois, ce que je disais aussi, c'est les données médicales. Il n'y a pas de données d'informations médicales. Les informations qu'on a, ce sont les mêmes qu'on a présentées sur nos passes vaccinaux à tous les vigiles, toutes les personnes qui étaient à l'entrée des restaurants. C'est-à-dire qu'on a le nom du vaccin, le numéro de la dose, et le nom, prénom et date de naissance de la personne. Bien sûr, on l'avait tous. Non, ça reste quand même assez étonnant. On voit très très bien qu'on essaie de faire des exemples. Enfin, heureusement, entre guillemets, je veux dire, c'est 15 jours, mais c'est déjà 15 jours, ce n'est pas rien. Vous comptez donner une suite à l'affaire, docteur, ou pas du tout? Votre affaire. J'ai la possibilité de faire appel, mais non, je vais pas faire, je vais pas faire appel de ça. Parce que voilà, j'accepte la sanction, je laisse ça derrière, il n'y a pas de souci. J'ai pas de problème avec ce que j'ai fait globalement. Je me sens pas coupable. D'autres personnes ont été bien plus coupables. Il y a eu énormément de désinformation sur le Covid. Il y a eu c'est clair, c'est le moins qu'on puisse dire, etc. Enfin, globalement. Un autre problème, c'est que la surmortalité Covid, ça a été 50 000 personnes par an en 2020, 2021, 2022. Le pari d'Emmanuel Macron en janvier 2022 de dire on va laisser circuler le virus de janvier à mai en même temps que la vaccination, ça a participé à une surmortalité de 50 000 personnes. C'est clair. Voilà. En tout cas, on ne laisse pas circuler le virus et donc je pense qu'il faut aussi rappeler les messages. Je pense que le fait que Aurélien Rousseau, par exemple, il y a 15 jours, sur votre antenne, c'était pas avec vous, c'était avec M. Bourdin, disait que le taux d'incidence était à 10. Voilà, ça c'est complètement faux, par exemple, et je pense que ça c'est plus grave parce que ça laisse penser que la circulation n'est pas si importante qu'elle l'est. Évidemment, on ne peut pas être à un taux d'incidence de 10 pour 100 000
Et en même temps, il disait que chacun connaissait une personne dans son entourage, 10% 1000, Ouais, 10% 1000, quelqu'un dans son entourage, je veux dire un entourage de 10 000 personnes, vous voyez. On a ce genre de problème. Et puis, la désinformation, on sait qu'elle a été extrêmement sur le masque, etc. Je vais vous dire, alors, docteur, on va vous rappeler, pour parler à la fois de cette histoire d'information, désinformation, Dieu sait s'il y a des choses à dire, et on l'a fait, nous, à plusieurs reprises, mais on le fera encore, et on va vous rappeler pour parler des arrêts de travail, parce que ça mérite une séquence longue, et de voir comment, effectivement, c'est traité, c'est l'histoire des arrêts de travail, et le fameux secret médical, et on sait très bien où il s'arrête, où il ne s'arrête pas, encore une fois. Les 2 poids 2 mesures aussi ici abondent, comme vous le savez. Merci, docteur. Est-ce que je peux laisser juste un dernier petit mot quand même vraiment, et après je vous laisse, mais dites-moi. J'aimerais quand même qu'on se pose la question de quand Emmanuel Macron va lancer les travaux pour améliorer la qualité de l'air dans les écoles, puisqu'il l'a annoncé en avril 2022 quand il était candidat, et ça n'a toujours pas été mis en place. Et je pense que autant il y a eu des mouvements anti-masques, anti-vax, etc., mais il n'y a jamais eu de mouvement anti-qualité de l'air dans les écoles, et j'aimerais bien savoir quand ce sera mis en place. Merci, très important, effectivement, qualité de l'air dans les écoles. Et à très très bientôt. Merci docteur d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste dans le... Et bientôt, vous savez, on a 2 dates électorales importantes. 2024, juin, les élections européennes. Novembre 2024, 6 mois après, les élections américaines. Et évidemment, ce qui concerne l'Amérique nous concerne un peu tous. Et qui est déjà le candidat choisi, nommé, intronisé par les démocrates, nul autre que Joe Robinette Biden. Mais Joe Robinette Biden, est-ce qu'il n'est pas un peu fatigué ces temps-ci? On l'a quand même vu sur les réseaux sociaux. Non? Regardez, écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Et alors, Danny Briand, c'est une bonne chose, hein, c'est pour Suzette, c'est pour Suzon. Mais quand on perd la tête et quand on perd la raison, sans voir Suzette, sans voir Suzon, en voyant effectivement dans des conférences de presse, en se retrouvant comme ça, et qu'on est président de la plus grande puissance mondiale, ça pose pas problème? Écoutez. It's hard to tell, but he's clearly losing the war in Iraq. Oui, boring. I want to thank all of you here for including bipartisan elected officials like Representative Governor, Senator Braun, Senator Booker, Representative Jackie. Are you here? Where's Jackie? I didn't think she was going to be here. Let's see. I'm just following my orders here. I have a game plan. He may have a game plan. He just hasn't shared it with me. But I tell you what, I don't know about you, but I'm going to go to bed. Voilà, c'était Biden en majesté. Alors je rappelle, voilà, il dit ah oui, de toute façon, on a eu des gros problèmes hein, quand on a gagné la guerre en Irak. Il voulait parler de l'Afghanistan, il parle de l'Irak. Non, il voulait parler de l'Ukraine d'ailleurs. Et puis il a parlé de l'Irak. Et puis un autre jour, il dit oui, ma mère, je voulais saluer. Et puis on lui rappelle qu'elle est morte il y a 10 ans. Où est tel ou tel, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose de tout à fait fascinant. Voilà quelqu'un, donc qui est président, dont il donne, encore une fois, on n'essaye pas d'être vraiment malfaisant ou médisant ou réfractaire ou autre, donne tous les signes de la sénilité et de la débilité, assez totale. On le voit très bien, vous avez vu ce qui s'est passé avec Lula, le président du Brésil. Il arrive, il manque renverser un drapeau, ça c'est pas grave, il monte sur la scène, on est à la radio, je vous le décris, parce qu'on n'a pas l'image là, et... il va donc, on voit Lula qui va aller saluer, puis il oublie complètement, Biden, de saluer Lula. Alors Lula, excédé, un peu dégoûté, fait un geste en disant bon, et il s'en va. C'est-à-dire que cette personne-là est actuellement, en tout cas, ce dont on voit, en incapacité vraiment de gouverner. Donc, ce n'est pas lui qui gouverne. Donc, on ne va pas rentrer dans des considérations géopolitiques. On va encore lui dire « Ah, c'est du conspirationnisme ». Mais quand on voit très directement qu'un président des États-Unis est aujourd'hui en état de ne pas savoir où il est et où il habite, on peut se poser des questions. Et c'est là où on se dit vraiment, je vais vous dire le vrai problème, que ce soit en Amérique ou ailleurs,
Mais écoutez, quand on voit des choses comme ça, qui gouverne et comment? Quand on n'a pas les raisons, quand on voit que tout est dans le circulaire, rien à voir, quand on voit que tout est dans l'enfumage, quand beaucoup de choses sont la communication, le reste n'existe pas, le réel n'existe pas, c'est la perception du réel. Oui, mais à la perception du réel, au moins soignez votre communication. Au moins, si vous ne faites que de la com, faites-la bien. Je veux dire, ce n'est pas, vous savez, c'est Le Voleur. Je lisais ce livre magnifique, Le Voleur de Georges Darien. Le Voleur de Georges Darien disait « Je fais un sale métier, mais j'ai une excuse, je le fais salement ». Et bien là, quand même, à ce niveau, ce n'est pas un niveau de voleur, c'est un niveau de président de la République. Et on aimerait qu'il le fasse proprement. Ce serait peut-être la moindre des choses. Un homme, je suis un homme. Oui, non, mais c'est une chanson magnifique, très belle chanson d'ailleurs. Je suis un homme, voilà, elle fait une satire assez belle, disons. Mais on va parler de quelque chose, et on en parle depuis déjà assez longtemps, vous savez. C'est qu'il y a aujourd'hui, le dit, quelque chose qui, si cette tendance continue, est en question, est en danger, je dirais, d'extinction. C'est le sport féminin. En tout cas, toute une partie du sport féminin. Pourquoi ? Eh bien, c'est très simple. À partir du moment où des hommes qui ont fait leur transition, ou pas complètement leur transition, en tout cas ce qu'on appelle des trans, des hommes qui sont par choix, et personne ne discute ce choix, ils deviennent des femmes. Parfait. Et simplement, elles entrent donc dans les compétitions sportives, elles entrent comme femmes. Elles ne sont plus hommes, elles ont changé de nom, certaines ont fait, d'autres pas, un certain nombre, elles ont absorbé un certain nombre d'hormones, etc. Elles ont absorbé un certain nombre et elles ont fait telle ou telle opération, et elles entrent. Et on a constaté, un peu partout, aux États-Unis et en France, qu'il y a un véritable problème, parce que, évidemment, pardon de le dire, j'ai honte de dire cette réalité sulfureuse. Oui, c'est qu'un homme, du point de vue de la morphologie, du point de vue des muscles, eh bien, reste un homme et n'est pas tout à fait une femme. Ne parlons même pas de l'utérus, ne parlons même pas de la prostate, ne parlons même pas des organes. Non. Au niveau de la musculature et de la force, il y a un problème. Et alors voilà, qu'est-ce qu'il y a eu? Eh bien, il y a la sprinteuse française Alba Diouf, 21 ans. Elle voulait participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Eh bien, elle n'a pas pu, parce qu'il y a une nouvelle règle, effectivement, qui a été décidée par la Fédération internationale de l'athlétisme. Sébastien Coe, en tout cas le président, a décidé, qui bannit les athlètes transgenres des compétitions féminines de haut niveau. Voilà, il a dit, pas question que les compétitions nationales et internationales des athlètes transgenres, ceux qui ont connu une puberté masculine, c'est le cas de Alba Diouf, et elle n'est pas d'accord du tout. Elle le dit, écoutez. Je n'ai pas compris cette exclusion, sachant que Sébastien Coe, il n'a pas apporté de preuves scientifiques qui prouvent que les femmes transgenres sont avantagées de manière injuste et disproportionnée. Donc lorsque j'entends cet argument qui dit que les femmes transgenres vont dominer le sport féminin, c'est totalement faux. Les gens ne peuvent citer qu'une poignée de femmes trans qui sont arrivées à des niveaux national ou même international, ou même qui ont fait les JO. Il y en a que très peu, il n'y en a pas actuellement. Donc cet argument ne tient pas la route. Il y a énormément de données scientifiques, de littérature scientifique qui prouvent que les femmes transgenres sous traitement hormonal ne bénéficient d'aucun avantage sur les femmes cisgenres. Moi, mon objectif principal, c'est de faire les JO. Je compte les faire. Donc, on va aller se battre jusqu'au tribunal arbitraire en Suisse. On va démonter cette loi. C'est une injustice, oui. Eh ben, je regrette Alba Diouf. Et ce n'est pas une injustice. Ce n'est pas vrai. Quand vous dites qu'il y a énormément d'études scientifiques, la science a bon dos. Ce n'est pas vrai. Et je vais vous donner 3 exemples qui sont aux États-Unis. Il y avait un homme, il s'appelait Joe, qui était 431e au championnat de natation américain. Il est devenu il est devenu premier. Aux compétitions féminines de natation, il est arrivé premier. Il y a eu en boxe, féminine, masculine, autre, je crois qu'il s'appelait John, lui, et il est devenu Dorothée, ou Dorothy, etc. Il s'est présenté au combat de boxe féminin, ok? Eh bien, il a écrasé, évidemment, tous ses adversaires. Quand je dis écrasé, avec quelques séquelles et quelques mots qui n'étaient pas rien. Mais comment vous pouvez dire ça? Vous savez très bien, et on sait très bien, que les transitions, que les trans, que les genres font, mais faites cette hypocrisie qui consiste à dire que l'homme qui passe la transition est l'égal de la femme du point de vue de la compétition sportive, de la musculature, et du pouvoir et de la force. Vous savez très bien que c'est faux et qu'il faut arrêter ce délire-là. Pardon, vraiment.
13h04 sur Sud Radio. Il est l'heure de ce face-à-face avec aujourd'hui Samy Biazoni, le docteur en philosophie, essayiste et auteur surtout de ce livre Statistiquement correct. C'est aux éditions du CERF et ça sort aujourd'hui. Bonjour Samy Biazoni. Bonjour. Le maréchal Pétain avait une phrase qu'il répétait à envi, oui, dans ces années 40-44. La terre, elle, ne ment pas. Nos élites, enfin certaines de nos élites, ont autre chose, évidemment. Ils disent, les chiffres, eux, ne mentent pas. Alors là, c'est formidable, c'est-à-dire que quand vous parlez, voilà, vous avez vu dans tous les débats, auditeurs résistants de Sud Radio, vous êtes à la radio, vous êtes à la télévision, vous écoutez, il dit, attendez, on va vous donner le sondage. Les Français pensent que, on va vous donner les chiffres, on va vous dire, c'est scientifique, voilà, les 63% des gens ont été atteints de... Alors là, on sent une espèce de chape de ploie. Ah oui, c'est les chiffres, les chiffres. Eh ben, il y a quelqu'un qui vient de sortir un livre, vraiment que je recommande, je crois, même du point de vue de l'hygiène mentale, il est pas mal. Le Statistiquement correct de Samy Biazoni, avec une postface de Michel Onfray qui paraît aujourd'hui aux éditions du CERF. Voilà. Et c'est un livre, alors, ce qui est bien, c'est que vous pratiquez, non pas un jeu de massacre, mais un jeu vraiment... Et non pas fleurer moucheté, vous partez des rapports, vous partez justement des chiffres, vous partez de cela, vous êtes... Et puis vous dites, voilà ce qui se passe par rapport à un certain nombre de choses, qu'on entend du matin au soir. Et je voudrais d'abord rappeler très rapidement les statistiques, donc voilà, qu'est-ce qui se passe. On dit, et c'est vrai, et vous allez en parler, Samy Biazoni, on dit, en fait, c'est de la mathématique, c'est de la science, c'est le réel. On est dans le dur et on ne peut pas contester. C'est bien ça. Oui, c'est ce que Boulot appelle le préjugé de supériorité analytique. C'est très pompeux pour dire simplement que le chiffre jouit d'une sorte de valeur de vérité supérieure. Vous le disiez très bien en introduction. Effectivement, lorsque l'on assène un chiffre dans un débat, eh bien, en fait, il est très très peu contesté. On le prend comme tel et puis on élucubre dessus. Et c'est bien toute la subtilité de ce statistique dans le débat public aujourd'hui. Oui, et qui est vraiment dominant. C'est-à-dire qu'on voit très bien dans n'importe quel débat ce qui se passe. Alors, vous racontez beaucoup de choses dans vos livres. Vous avez pris énormément de faits. C'est pour ça que je vous dis, je vous recommande vraiment. Je dirais, voilà, ça vaut un petit traitement de sécurité sociale parce que vous montrez ce qui se passe. Et on va commencer par quelque chose que nous pratiquons tous, que ce soit à Sud Radio, tous les médias utilisent quoi? Mais du matin au soir, sur matin, les sondages. Alors, je dis pas que les sondages, on va pas jeter tous les sondages avec l'eau du bain, c'est pas le problème. Les sondages, et vous dites, les sondages ont l'art d'avoir tort tout en ayant raison et réciproquement. Expliquez. Ouais, exactement. Cette pratique du sondage. Ouais. Alors, déjà, il faut constater qu'il y a une sorte de floraison, il y a une amplification du nombre de sondages à mesure que l'on progresse dans nos démocraties. C'est-à-dire que d'élection en élection, notamment pour les sondages politiques, on voit un nombre toujours plus important. Et ça, c'est assez bien documenté et c'est assez intéressant. Ça dit quelque chose de nous. Donc on aime se radiographier. Il y en a 10 par jour, 100 par jour. Enfin, et il y en a eu plus lors de la dernière présidentielle que la précédente, et la précédente que celle qui lui était antérieure. Donc ça, c'est quelque chose à avoir en tête. Effectivement, cette prolifération du sondage, elle dit notre attrait et cette valeur supérieure qu'on donne aux chiffres. Alors pourquoi je dis qu'effectivement le sondage est à prendre avec du recul? Alors il y a des sondages bien menés, ce sont les sondages, globalement des instituts de sondage, nous avons de bons instituts de sondage. Oui. Et d'ailleurs, en général, ça correspond, vous voyez, si vous parlez avec la politique, les résultats ne sont pas très loin de ce qu'annoncent les instituts, il faut le dire. Absolument, parce que la question est relativement simple. Pour qui voteriez-vous? En revanche, lorsque vous quittez ce domaine-là, à ce moment-là, les instituts de sondage font bien le travail technique, mais celui qui commandite, celui qui demande le sondage, peut favorablement l'orienter. Il suffit de changer la question. Je vais vous donner un exemple. Oui. Vous savez, il y a beaucoup de techniques de manipulation mentale. L'une s'appelle l'escalade des oui. Si j'ai envie que dans la rue, vous me donniez 2 €, il ne faut pas que j'arrive vers vous en disant « Est-ce que vous avez 2 €, cher monsieur Berkoff ?» ou « Cher monsieur », puisqu'on ne se connaît pas. Je vais d'abord commencer par vous dire « Bonjour, vous êtes bien d'ici ?» Oui. « Ah, vous avez dû acheter... c'est bien des sandales que vous portez ?» Oui. « Mais vous êtes seul là ?» Oui. Et donc, à force de répondre, vous êtes conditionné. Et ça, les études de psychologie expérimentale le montrent très bien. La probabilité que, à ma question suivante qui serait pouvez-vous me donner 2 €, votre réponse soit oui, est bien plus importante si j'ai commencé par cette escalade des oui. Et en sondage, on peut pratiquer la même chose. On pose 4 questions innocentes, on conditionne à ce que la 5e soit présentée différemment. Ou la manière de présenter les choses. Si vous voulez montrer qu'un phénomène... Donnez un exemple, oui. Très manière simple. de présenter, oui. Si vous voulez montrer une adhésion à un phénomène,
Je sais pas, par exemple, là on parle beaucoup de la régularisation des sans-papiers, par exemple. Non, mais pareil, régularisation sans papier, oui. Voilà, c'est le débat sur le titre de travail. Et si votre biais, c'est de montrer qu'il faut absolument le régulariser, d'autres pourront dire, moi mon biais, c'est au contraire de montrer le contraire. Donc déjà, vous avez cette escalade de oui qui prédispose, mais indépendamment de ça, la manière dont vous le présentez. C'est-à-dire, si vous posez une question qui serait, êtes-vous pour la régularisation des sans-papiers, ce n'est pas du tout la même chose que de dire si quelqu'un est en danger de mort dans son pays et qu'il n'a pas le moyen de subsister, alors doit-il pouvoir bénéficier, au nom de la générosité, d'une régularisation ? In fine, vous pourrez toujours dire que c'est la même question, mais vous n'aurez pas le même résultat. Donc il y a tout un art de poser une question. Alors bien évidemment, les instituts sont aussi là, sont les gardiens du temple. Ils sont là pour venir contenir justement les volontés de manipulation parfois de ceux qui commanditent les sondages. Toujours est-il qu'ils sont aussi leurs prestataires. Mais et voilà, donc, non mais Samy Biazoni, après tout, qui paye commande quand même. Faut pas l'oublier. Absolument. Si c'est là moi, toute la difficulté de l'exercice. Moi, ceci ou parti politique, je commande un sondage, j'ai pas envie qu'il me renvoie avec des choses qui me disent ce que vous faites, ça vaut rien, quoi. Il y a quand même, on peut pas le nier. Donc vous dites là, en fait, oui, c'est la présentation, la formulation des questions, la manière. C'est un des éléments. Il y en a beaucoup d'autres. Donc la présentation, c'est un des éléments. Et puis il y a simplement le choix des sujets qu'on va traiter. Si vous savez qu'à un moment, vous avez une petite bascule dans l'opinion, ou si vous savez qu'une frange de la population est effectivement très prosélyte vis-à-vis d'une mesure, vous irez demander un sondage orienté. Par exemple, chez les femmes, 25% des femmes pensent qu'il faut. Et puis finalement, dans le débat public, on oubliera finalement qu'on parlait des femmes et le chiffre restera. Et on en tirera une conclusion à validité générale. Il y a plein de petites manières subtiles de faire les choses sans tout à fait mentir. Et la manière aussi, qui est d'ailleurs médiatique, qui nous concerne, c'est quand on dit, moi j'entends, et vous aussi et tout le monde, les Français pensent que. Absolument. Je veux dire, alors qu'il y a 55%, et on dit les Français. Alors les gens se disent, ah oui, c'est pratiquement la majorité, sinon la totalité de la population qui pense que. Ce qui est quand même un sacré déplacement. Alors, normalement, si un sondage est bien fait, dans un échantillon, on essaye de constituer ce qu'on appelle un échantillon représentatif de la population. Cet échantillon est censé, effectivement, représenter, dire quelque chose de la population globale. Et ça, il y a des méthodes statistiques bien établies pour le faire. Mais vous voyez, en fait, on peut faire basculer un résultat. Typiquement, et là, c'est particulièrement sensible, et j'attire finalement ici les auditeurs, j'attire l'attention des auditeurs sur ce point. Lorsqu'un débat n'est pas tranché, lorsque les débats sont tranchés, la statistique est dure à manipuler parce qu'il y a des phénomènes assez fondamentaux. On retrouve les grands déterminants. C'est quand même une science à la base, donc elle n'est pas parfaitement manipulable, elle est orientable. En revanche, lorsque vous êtes à 49%, à 48%, à 51%, d'une part, vous êtes dans les marges d'erreur, il ne faut jamais l'oublier. Les fameuses marges d'erreur, 3% en général. Voilà, ça dépend des tailles des échantillons, c'est entre 1 et 3%, parce qu'on fait des échantillons toujours de à peu près 1 millier de personnes sur les grands sondages dont on a l'habitude, si je puis dire. Qui est la bonne conciliation entre quelque chose qui se fait dans une économie raisonnable et puis une bonne, ce qu'on appelle significativité statistique. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on a c'est entre les deux, quoi. Déjà, si vous avez un résultat qui vous arrange et que vous êtes à 50-01, vous n'avez pas le droit de dire que les Français pensent que, ou la majorité des Français. Alors que techniquement, c'est vrai. On le dit. Mais c'est une faute grave. Ouais. Parce que vous êtes dans la marge d'erreur, ça ne veut rien dire. Donc ce débat n'est pas tranché. La France est parfaitement séparée. Or, vous verrez que dans un certain nombre de cas, vous aurez la présentation que je décris, c'est-à-dire à 50,1, on dira, celui qui a commandité l'étude dira la majorité des Français. Ça, c'est une première erreur. La deuxième, c'est que, en fait, techniquement, lorsqu'on établit, et sans rentrer dans des considérations beaucoup trop complexes ou subtiles, c'est assez simple à comprendre. En fait, vous pouvez capter le temps, le moment du débat. Le moment, si aujourd'hui, je sais qu'il y a un grand débat à la télévision, et suite à ce grand débat, il y a une influence parce que un tribun a particulièrement excellé et qu'on sait qu'on est dans la zone tangente, va poser tout de suite la question n'a pas le même effet qu'il va poser une semaine plus tard, puisqu'on a des effets de retour et de balancier. Des gens qui ont vu l'émission, qui ont réagi. Et donc vous pouvez installer comme ça, un peu subtilement, l'idée qu'il y a une majorité en oubliant complètement la subtilité des résultats dans leur présentation. Mais prenons un exemple très précis, et on peut prendre l'exemple des États-Unis, où il y a aussi des instituts de sondage qui font leur boulot. C'est même aux États-Unis qui est né on va dire le sondage contemporain tel qu'on le pratique échantillonné. Et moi, je me rappelle, pour l'avoir vécu à l'époque, à la campagne de 2016, il n'y avait pas un semi-humain des sondages qui donnait Trump gagnant. C'est-à-dire que la victoire de Hillary Clinton était absolument acquise, mais même pas discutée. Rappelez-vous, jusqu'à la nuit des résultats, ce qui avait été. Et alors, là aussi, il faut le dire, quand les sondages se trompent à ce point, et là c'était vraiment flagrant, il y a eu d'autres,
qu'est-ce que ça veut dire aussi? Qu'est-ce que ça renvoie à quoi? À deux choses. D'une part, il faut savoir que les sondages sont une photographie. Ce ne sont pas des prédictions. L'instant T. Oui, cela vous paraît peut-être évident, mais pour beaucoup, les sondages ont une valeur prédictive. Non, les sondages photographient les choses. Sauf qu'entre un sondage et la réalisation, l'information continue de circuler, le citoyen continue de se faire une opinion. Et, fait très important, je l'explique dans le livre, les sondages ont une valeur autoprophétique ou anti-autoprophétique. La prophétie autoréalisée. Exactement. Ou anti-réalisée. Ou anti-réalisée. L'exemple le plus simple. Ouais. Vous avez un candidat qui caracole en tête à une élection. Les partisans de ce candidat vont dire « Nous avons parti gagné. Donc dimanche, j'irai, s'il fait beau, plutôt au pique-nique. Je n'irai pas voter. » Ceux qui sont les partisans du deuxième sur la liste, selon les sondages, diront il faut se mobiliser, nous avons une chance. Et là, vous avez un phénomène qui vient directement de la photographie qui a été prise, et donc le public conforme sa manière d'agir à cela. Et ça, c'est très important. Donc déjà, il faut comprendre que les sondages sont une composante du réel. Et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'on a des débats très techniques, très compliqués, dans toutes les démocraties contemporaines. Le débat de savoir, est-ce qu'on doit publier des sondages jusqu'à la dernière seconde? Ou pas, oui. Qui veut dire, imaginez-vous, nous publions, et c'est pour ça qu'en France, nous ne le faisons pas, des sondages en temps réel très précis. Et vous savez qu'il y a 0,01% d'écart entre... Les gens sont en train de se rendre aux urnes. Donc les gens se conforment au sondage, et le sondage change la réalité en permanence. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'on les suspend un peu en avant. On a une sorte de moratoire où on laisse les choses se faire dans l'esprit des individus. Ils ont quand même une information. D'autres pays décident d'arrêter beaucoup plus tôt ou beaucoup plus tard les sondages. Ce sont des choix profondément démocratiques. Ce qui me paraît quand même assez, parce qu'il faut le dire, assez sage peut-être de faire simple. Parce que après tout, sur le fond, c'est aux électeurs, électrices, aux citoyens de se déterminer. Et comme vous dites, c'est une photo à l'instant T. Mais pourquoi je vais aller dans les photos erronées? C'est un peu embêtant. On va continuer à en parler en prenant d'autres, le chômage, l'insécurité, et ça nous occupe combien? Parce qu'il n'y a pas que les sondages. On continue de parler de ces sondages et de l'opinion avec Samy Biazoni, qui est notre invité aujourd'hui, et puis avec vous aussi au 0826 300 300. Alors justement, les chiffres, on le sait, on les entend du matin au soir et du soir au matin surtout. Et c'est l'un des mérites du livre de Samy Biazoni, c'est qu'on ne parle pas que les sondages, bien sûr, les sondages commandent, mais dans tous les domaines. Mais parlons le chômage. Vous avez abordé le chômage. Je prends la criminalité, la délinquance. On en parle toujours. Et c'est intéressant de savoir s'il y a insécurité ou ressentiment d'insécurité, comme dit tel ou tel ministre. La violence, l'école, les écrans rendent-ils les enfants violents? Je cite les titres de vos chapitres, mais c'est vraiment très intéressant. Les bénéfices de l'immigration. On veut pas, vous l'avez déjà abordé. Et puis le racisme, le néo-progressiste. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est encore une fois, c'est comme le narratif sur le Covid, c'est comme le narratif sur la guerre, c'est comme le narratif sur le réchauffement ou pas réchauffement climatique. Là, on s'envoie des études entre guillemets scientifiques à la figure, chacun a son truc, le CO2, etc. Et là, on renvoie justement les statistiques. Mais pour continuer justement, et on l'a vu avec les chiffres du chômage, on voit très bien les chiffres de Pôle emploi. Alors selon qu'on met les catégories A, B, C et autres, on change complètement la physionomie. Vous pouvez nous en parler, Samy Biazoni? Oui, alors les chiffres du chômage répondent à une méthodologie qui est bien établie. Établi notamment par le Bureau international du travail. Simplement, il y a beaucoup de subtilités. Parce que qu'est-ce qu'un chômeur? C'est quelqu'un qui n'a pas eu d'emploi pendant combien de temps? Est-ce que vous êtes chômeur le lendemain de votre perte d'emploi? Est-ce que vous êtes chômeur si vous êtes déjà chômeur le jour où vous avez perdu votre emploi? Est-ce que vous êtes chômeur si vous travaillez 1 heure par semaine? Et donc c'est pour cela qu'on a une classification. Et donc il y a ces chômeurs de catégorie A, B, C. Sauf qu'à partir du moment où vous avez ces catégories et que le débat tait généralement ces subtilités, vous pouvez utiliser le chiffre qui vous arrange. Et par ailleurs, vous avez une liberté définitionnelle. Et je donne l'exemple qui est un des plus jolis exemples de notre démocratie, qui a été celle de la fin du mandat de François Hollande. Quand François Hollande dit aux Français je me représenterai si j'arrive à inverser la courbe du chômage. Alors déjà, quel chômage parle-t-on? Quel chômage, oui. Quelle courbe et quel chômage. Et à ce moment-là, tout le monde aurait dû s'arrêter en disant mais attendez, donc quelle est la métrique que l'on regarde ensemble? De quoi parle-t-on? Parce qu'il aurait pu s'amuser à faire A plus B et dire en fait c'est que A et B, même si c'est pas un agrégat qu'on regarde, au final regardez cette courbe-là, elle s'est bien inversée. Et puis dire bon, et en fait il a fait autre chose. Alors c'est pas lui qui l'a fait tout seul, mais et c'est pour ça que ce cas est vraiment intéressant. On a changé en cours de route un peu les définitions. C'est-à-dire la manière dont on comptabilisait un chômeur et notamment son rapport à Pôle emploi.
Ouais. Alors sans rentrer dans des détails trop techniques, et je renvoie le lecteur puisque je l'explique en détail, mais pour faire très simple et pour comprendre ce dont il s'agit, en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a considéré qu'un certain nombre de personnes étaient radiées si elles ne remplissaient pas certaines conditions vis-à-vis de Pôle emploi. C'était très commode, puisque si vous sortez des personnes des chiffres du chômage, s'ils sont radiés, à ce moment-là, vous faites baisser les chiffres mécaniquement. Et donc, mais attendez, on les radie à quelles conditions, juste pour être précis? C'était le nombre, c'est ce qu'on appelle la recherche active, les conditions de la recherche active. Comment définir? S'il ne montrait pas qu'il recherchait tout de suite un emploi, il est radié. Voilà, pour simplifier, c'est ça. En fait, pour prouver, parce qu'en fait, la notion de chômeur implique le fait d'être en recherche active pour entrer dans certaines catégories. Et la recherche active, pareil. Et là, vous voyez bien tout le jeu définitionnel. Recherche active, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est un terme du langage courant. Donc, il faut bien le définir techniquement. Donc techniquement, on dit s'il y a eu tant de rencontres, si le dossier a été actualisé dans telle période, etc. Et donc il y a tous ces effets-là, dont 2-3 autres effets techniques très savoureux, qui ont fait qu'effectivement, et c'est bien démontré, les chiffres ont évolué. On ne parlait plus de la même chose au début de la période et à la fin. Et donc on a vu la toute petite inflexion des chiffres du chômage sur la toute fin, ce qui a permis à François Hollande de dire qu'il pouvait être à nouveau candidat. Mais, sauf qu'à la fin, il ne s'est pas présenté. Pour d'autres raisons. Pour d'autres raisons. Mais il aurait bien aimé se présenter. C'est vrai. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous recevez, non mais il faut dire ça aux auditeurs et à tout le monde, quand vous voyez les chiffres, attention, posez-vous des questions. On ne dit pas que tout est faux. C'est pas du tout ça. Pas du tout. Pas de la démagogie. Il faut pas faire de la démagogie. Mais en revanche, si on ne pèse pas qui dit quoi et qui veut parler de quoi. Et on en parle justement sur quelque chose de très important aujourd'hui, la violence et la sécurité. Les chiffres, ça c'est énorme. Mettez-vous, vous le dites très bien. Il faut bien comprendre, mon propos n'est pas de dire que la statistique est une mauvaise science. Au contraire, je glorifie la statistique. Mais la statistique bien employée. C'est un art complexe, c'est un savoir-faire complexe. Ce que je critique, c'est le mésusage. C'est le mauvais emploi de la statistique. Donc c'est notre travail, notre responsabilité, vous, en tant que journaliste, moi, les responsables politiques et les citoyens aussi dans le temps de leur vie normale, civique. Alors, il faut bien comprendre, si par exemple on prend le cas de l'insécurité, mettez-vous dans la position d'un maire. Vous voulez absolument montrer que vous avez et puis il y a eu des cas aux États-Unis notamment, vous voulez montrer que vous êtes efficace sur l'insécurité. C'est très simple. Qui vous empêche de prendre le seul chiffre qui a baissé de votre mandat? Imaginons, le chiffre des meurtres a augmenté, le chiffre des vols a augmenté. Mais le chiffre des vols avec violence, par hasard, a baissé. Le chiffre des cambriolages a monté, le chiffre des vols par effraction a monté. Vous direz... Je prends le chiffre qui a baissé. Vous ne direz rien. Vous direz simplement, l'insécurité a baissé. Pour preuve, grâce à moi, il y a moins 15% de vols avec violence. Et personne n'ira jamais vous dire, mais oui, mais attendez, tout le reste a monté. Ouais. Ou alors, c'est très rare. Et c'est ça le grand paradoxe, c'est-à-dire que, en fait, ce choix, on appelle ça du cherry picking, du choix pensé. C'est une des autres méthodes de manipulation. Donc le chiffre est vrai, mais on a tué la réalité du phénomène. Le chiffre est vrai, celui-là, mais on tait le reste du paysage. Et c'est souvent ce qu'on fait. On va en parler tout de suite après cette pause. Ouais, on continue de parler d'influence sur les chiffres avec Samy Biazoni et André Berkoff. Et puis vous, au 0826 300 300, appelez-nous. Alors justement, on peut continuer, c'est passionnant, Samy Biazoni, parce que quand on applique quelque chose de très simple, c'est la règle de regarder vraiment, de prendre la rigueur, de regarder ces chiffres, de les analyser, parce qu'un chiffre en tant que tel, ça ne veut rien dire. C'est quel environnement, et là, on est en train de parler hors antenne de ça, mais on va commencer là-dessus. C'est par exemple les statistiques sur l'efficacité des vaccins, sur tous vaccinés, tous protégés, très bien. On a commencé, rappelez-vous, tout le monde, c'était 95% efficace. Et ça y est, c'était fini. Après, c'est descendu à 50, à 30, et à moins. Et on allait au gaz de schiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au fond, il y a un problème de temporalité, il y a un problème... Les chiffres, ça ne veut... Encore une fois, si on ne met pas l'environnement, ça ne veut rien dire. Voilà. Là, c'est un très bon exemple. On s'est rendu compte que, en fait, l'efficacité régressait avec le temps. Sauf que jamais dans le débat public, quelqu'un n'a dit « mais oui, c'est efficace à 75% à 2 semaines », ensuite à 70 à 3 semaines. Et c'est ce qui s'est passé quand on a eu des études épidémiologiques larges. On s'est rendu compte que la plupart des vaccins d'ailleurs avaient après les mêmes courbes. C'était intéressant. C'est ce qui a justifié que d'ailleurs, vraiment avec du retard, la France a accepté par exemple que Janssen soit une deuxième dose. Alors qu'au départ, il disait non, c'est les vaccins ARN parce qu'ils sont plus efficaces. Et la justification, ça a été qu'on s'est aperçu en réalité qu'il y avait les courbes de décroissance d'efficacité. Donc ça marchait bien, c'est-à-dire que entre ne pas se vacciner, alors je ne parle pas des effets secondaires, je ne parle pas d'autre chose. Je parle juste, si on prend 2 personnes vaccinées et non vaccinées, à santé égale, à conditions égales, c'est vraiment... effectivement,
il y a une protection qui est constatée. Et ça, les études, en tout cas, le montraient bien. Simplement, à une semaine, on avait un certain niveau, à 2 semaines un autre, et puis au bout de 2-3 mois, on se rendait compte qu'il y avait un pivot. Et là, on avait une décroissance relativement rapide. Et c'est ce qui a... D'ailleurs, jamais, ou presque jamais, le politique ne l'a expliqué. Mais la raison qui nous a poussé à avoir ces campagnes massives, une des raisons de revaccination, ça a été notamment la perte d'efficacité au-delà de 4 mois. Et en fait, tous les vaccins souffraient peu ou prou de cette même tare, si je puis dire. Ce n'est pas un vaccin qui protège toute la vie, comme d'autres vaccins, par exemple. Bah oui, comme beaucoup. La plupart. Voilà, ils ont des fonctionnements particuliers. Et donc, dire que ce vaccin est efficace à X% ne veut strictement rien dire. Puisque si vous parlez de l'efficacité à un jour, ça n'aura rien à voir avec l'efficacité à 3 mois, à 8 mois et à 9 mois. Donc aussi, il faut lui dire... Le chiffre ne sert à rien, en tant que tel. Manipulation par les chiffres. C'est pas les chiffres qui sont faux, c'est la manipulation, c'est l'usage qu'on en fait. Et alors, je voudrais parler de l'auberge espagnole des fantasmes d'aujourd'hui. La sécurité, la violence. Alors là, vraiment, c'est des batailles de chiffres liées aussi à l'immigration. Vous savez ce qui se passe en ce moment. C'est hallucinant. Je veux dire, on n'arrête pas une minute. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on se bataille à coup de comme disait, oui, c'est scientifique. Et chacun, évidemment, vous avez marqué, la science dit que... À la science, quand elle a bon dos. Il faut bien comprendre, et je tiens à le répéter, je ne critique pas la science statistique, c'est un merveilleux outil. C'est un merveilleux outil de connaissance de nous-mêmes, de gestion de l'État, de technicisation, de choses qui autrement seraient parfaitement subjectives. Simplement, ce que je critique, c'est le mauvais emploi, le mésusage. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Et c'est pour ça que j'en appelle à un sursaut collectif. Je me mets dedans. Je commets aussi des erreurs en pensée parce que j'ai mes propres biais cognitifs. Tout le monde, les plus grands chercheurs, s'y sont laissés prendre une fois dans leur carrière. La subjectivité, ça existe et il faut la combattre. Voilà, exactement. C'est un mauvais démon. Et nous le portons tous en nous-mêmes. Simplement, certains ont un peu moins le droit que les autres de se tromper. Ce sont les politiques et les médias aussi. Ils ont ce rôle de passeur. Et puis attendez, les experts, les soi-disant experts. Non, les experts en premier lieu. Les sachants. Et effectivement, et là on est dans la... Alors ce qui est intéressant avec les chiffres de la criminalité, c'est qu'en fait, là on est... Alors c'est encore pire, si je puis dire, du point de vue définitionnel, dans ce que vous appelez l'environnement du chiffre, les hypothèses, c'est encore pire que les chiffres du chômage. Parce que ça dépend de plein de choses. Vous savez, en France, d'ailleurs, on ne sait pas ce que sont les chiffres. La plupart des citoyens ne savent pas d'où viennent les chiffres de criminalité. Est-ce que vous savez? Alors, vous avez lu le livre, donc maintenant vous savez tout. Mais est-ce qu'il s'agit des plaintes déposées, des plaintes traitées, des plaintes reçues, des plaintes instruites, des condamnations? C'est pas du tout le même chiffre. Des rapports de police. Si vous prenez, vous pouvez avoir une hausse des plaintes, une baisse des condamnations. Par exemple, si je fais une grande campagne, et ça a existé, je renvoie l'auditeur alerte à finalement des situations relativement récentes. Quand on fait des grandes campagnes pour dénoncer des crimes raciaux, des injures, vous venez hausser mécaniquement le taux de plainte. Le taux de plainte ne se solde pas mécaniquement par une augmentation importante des condamnations. Parce qu'il peut y avoir des plaintes abusives, parce qu'on peut changer de définition. Il peut y avoir un laxisme judiciaire. Il peut y avoir l'inverse, c'est l'incapacité. Et puis à l'inverse, si je réduis par exemple la capacité de police à traiter, si je prends comme indicateur, alors c'est pas ce qui est fait, c'est parce que c'est pas, c'est au niveau des plaintes qu'on prend les chiffres de criminalité, mais le ministère de l'Intérieur, lui, a une influence sur ces chiffres. Or, ce sont ces chiffres d'évaluation. Parce que selon qu'il met plus ou moins de ressources sur telle ou telle cause, effectivement, l'effet de prise de plainte, si on vous incite à déposer des mains courantes, vous ne rentrez pas dans les chiffres. Ou si on vous renvoie chez vous, vous ne rentrez pas dans les chiffres. Donc si on veut montrer une baisse de la criminalité, on peut aussi le faire comme ça. On peut baisser les dotations à la police. Ou on peut leur dire de se consacrer, comme le fait la police de Paris, par exemple, la police municipale de Paris. Vous savez, 92%, je crois, entre 90 et 95%. Là, on a eu les chiffres, ils sont bien établis. Parce que c'est une règle de 3, il n'y a pas de sondage, ce sont les vrais chiffres. Le bilan de la police municipale de Paris, c'est plus de 90% d'actions relatives au délit routier. Est-ce que vous croyez que ce sont ce qu'attendent les Parisiens? On a mis cette police en place pour protéger, pour faire baisser le niveau d'insécurité. Donc à la fin, si on leur donne comme objectif d'aller traiter les gens qui outrepassent des lignes blanches ou qui s'arrêtent pas assez à un feu, je dis pas qu'il faut pas le faire. Encore une fois. Bien sûr, mais il faut savoir quelles sont les priorités. Quelles sont les priorités? Eh bien, vous comprenez que le temps passé ne permet pas d'aller arrêter les délinquants, ne permet pas d'aller protéger les citoyens, et donc vos statistiques, elles sont tout à fait raisonnables. Il y a peu de cas recensés, peu de plaintes, donc peu d'insécurité. C'est ça la différence entre le sentiment d'insécurité et le chiffre de l'insécurité. Et c'est ça qui est terrible, parce que le sentiment d'insécurité, il est claironné par nos ministres, enfin par certains. Oui. Alors je voulais simplement, parce que juste pour être tout à fait précis, parce que sinon là tout le monde va dire mais attendez, c'est parfaitement manipulable, j'ai plus confiance en les chiffres. Heureusement, vous doutez bien qu'il y a des chercheurs sérieux en criminologie, et donc on a un autre outil pour évaluer finalement l'aspect
ou l'intensité criminogène d'un pays, d'une société, sur les études de victimation. C'est-à-dire, on fait des études qui sont des sondages. Oui, mais vous savez, dans l'autre sens. C'est vrai, mais vous savez très bien que sur un plan, vous savez très bien, je ne sais pas si cette statistique compte ou pas, 10% 95% des gens ne portent pas plainte. Non, justement, les études de victimation, c'est qu'on va voir le grand public, vous par exemple, et on va dire, est-ce que vous avez été victime de tel fait, même si vous n'avez pas porté plainte. En fait, on a deux éclairages sur la criminalité. Sauf que Gérald Darmanin ne parle pas souvent des études de victimation. Les scientifiques, personne, ni les médias. Alors parfois si, mais c'est subtil et comme on n'a pas l'habitude, on comprend pas que c'est ça. On voit pas la différence. Ça demande une éducation, la statistique. Ce sont des sciences complexes. Il y a des chercheurs, c'est des pans entiers de recherche, des milliers de pages de recherche académique pour en arriver là. Il n'y a pas une grande manipulation du chiffre. C'est simplement c'est subtil l'être humain. C'est pas une particule élémentaire. Non, mais encore une fois, le vrai problème n'est pas le chiffre. On l'a dit. Enfin, on répète. Donc il faut que les auditeurs, que les gens, que les citoyens soient très vigilants là-dessus. Et je sais que vos auditeurs en particulier sont des gens curieux et intelligents, et donc c'est aussi leur rôle de citoyen éclairé que d'avoir une vigilance accrue. Et en tout cas, votre livre y participe, et c'est pour ça que vraiment on le recommande. Oui, Esteban, justement, on va voir si Claude est vigilant. Lui, il nous appelle de Perpignan, 0826 300 300. Bonjour Claude. Bonjour Claude. Oui, bonjour à toute l'équipe, bonjour à Berkoff et à son invité. Pardon, bonjour, voilà. monsieur. Moi, je voulais d'abord, j'apprécie tout ce qu'a dit votre intervenant parce que je partage effectivement tout le sens de ce qu'il donne, et je voudrais citer deux exemples où finalement la vénération des pourcentages et la vénération des chiffres finalement peut tromper. Alors le premier, c'est est-ce qu'en France on est dans le tout carcéral ou pas? Quand vous prenez les statistiques de surpopulation carcérale, vous avez l'impression que oui. Quand vous prenez le nombre d'incarcérés rapporté à 100 000 habitants, vous avez l'impression que non. Deuxièmement, l'autre exemple que je voudrais prendre, c'est quand on parle des migrations. Vous vous souvenez, il y a une semaine, les 11 000 arrivés en une journée à Lampedusa. Alors il y a les gens, les partisans de l'ouverture complète qui disent bon, de toute façon 11 000 rapportés aux 450 millions d'Européens, ça fait 0,05%, et c'est la CIMAD qui l'a dit, d'ailleurs je l'ai entendu sur une radio. Puis vous avez l'autre chiffre qui est de dire combien il y a de naissances par jour en Europe, dans l'Union européenne. Dans les 27 pays de l'UE, il y a exactement 11 500 naissances par jour en divisant le total annuel par 365. Donc ça veut dire que les 11 000 arrivants en une journée, c'est 50% des nouveaux Européens qui sont des migrants. Vous voyez? Donc dans un cas, c'est 0,05% de la population totale, et dans l'autre cas, c'est 50% des nouveaux entrants. Voilà. Claude, je crois que Claude illustre très bien le problème. Bien sûr. Il est là. On de pourrait quel s'amuser. côté qu'on prenne ça? Avec Claude, on va écrire une encyclopédie. Non, mais si vous me permettez d'ajouter juste une chose, mon maître à penser, parce que j'ai commencé ma vie dans des statistiques industrielles, mon maître à penser m'avait dit les statistiques, c'est comme le bikini, c'est fait pour cacher l'essentiel, mais ça donne des idées. Pas mal. Ça donne des idées quand même. Et même ça au-delà donne des idées, mais quand même, on voit très bien. Non, mais Samy Biazoni, c'est bien de défendre, etc. Les statistiques, les chiffres, on l'a compris. Mais enfin, là, regardez, comment on traite ça? Par exemple, Lampedusa, les 11 000. Eh bien, Claude l'a bien fait. On le fait comme on devrait le faire en démocratie, en pesant le pour et le contre, en donnant le chiffre et le contre-chiffre, et en discutant de cela et de rien d'autre. Les chiffres existent. Chaque personne, chaque débattant honnête intellectuellement devrait avoir conscience. Sinon, je ne comprends pas comment on tient un débat si on n'a pas conscience des arguments de la partie adverse. Donc il devrait aussi être capable de dire pourquoi le chiffre qu'il avance est plus important que celui de la partie adverse. Et c'est ça qui devrait être le fondement du débat. Or, on est souvent sur des considérations très éloignées de ça. Et c'est vrai, et cette contradiction est énorme. En tout cas, merci Claude. Nous avons Véronique qui nous appelle depuis Orange. Bonjour Véronique. Bonjour Véronique. Bonjour. On vous écoute. Bonjour Monsieur Berkoff, bonjour Monsieur Biazoni. Bonjour Madame. Ma question, alors, moi je voulais savoir comment sont faits les sondages, parce que je n'ai jamais participé à des sondages, et on nous parle énormément de sondages au quotidien, comme vous disiez Monsieur Berkoff. Et moi ma question c'est comment sont faits les sondages, c'est vraiment général, mais... je souhaiterais... Intéressant, oui. Alors ça a évolué. Juste un mot là-dessus, anecdotique, c'est vrai, moi, j'ai un âge respectable, sinon respecté, mais je n'ai jamais été sondé, et je suis très frappé, je peux vous dire, que les centaines de gens autour de moi,
Ça ne veut rien dire. Je dis ça simplement parce que c'est amusant, on dit le sondage du matin au soir, et beaucoup de gens n'ont jamais été sondés, ce qui ne veut rien dire, parce qu'après tout, on n'est pas obligé d'être toute la France sondée. Mais ce problème est posé. Alors vous allez me remercier, puisque vous allez pouvoir être sondé. En fait, les méthodologies des instituts de sondage ont beaucoup évolué avec l'arrivée d'Internet. Historiquement, effectivement, c'était un peu plus compliqué puisque c'est très onéreux. Il fallait envoyer des agents de terrain, et puis ces agents de terrain, vous savez, ils font de l'échantillonnage statistique, ils vont dans des endroits particulièrement fréquentés, et puis ils essayent de représenter la population. Donc effectivement, vous êtes dans une catégorie, un individu, mais voilà, c'est pas complètement aléatoire. Donc effectivement, on va pas vous interroger lorsqu'on voudra une femme, Monsieur Berkoff, quand on voit quelqu'un qui a 14 ans, etc. En revanche, aujourd'hui, c'est un peu différent, c'est-à-dire que les instituts même proposent d'aller sur leur site s'inscrire dans ce qu'on appelle les pools, les groupes. Et donc vous renseignez toutes vos informations socio-professionnelles, socio-démographiques, et vous pouvez ensuite être sollicité. Donc effectivement, aujourd'hui, le citoyen peut participer aux enquêtes d'opinion, peut être un des éléments. Encore faut-il le savoir et le dire, c'est vrai. Voilà, c'est pour ça que je le partage. Les gens le savent relativement peu. Après, c'est quand même... alors, je vais vous expliquer pourquoi c'est un peu plus compliqué que ça. Le problème, c'est que si on dit je libéralise complètement, tout le monde peut s'inscrire et tout le monde doit s'inscrire, qu'est-ce qui va se passer dans une démocratie qui fonctionne? Les lobbies vont tout de suite dire les pro-Zemmour, les anti-vaccins, quelques lobbies que ce soit, les pro-Macron. C'est-à-dire, mobilisons-nous, on va massivement investir ça en prétextant que nous sommes la représentation. Et donc, à chaque fois, la représentation nationale, sauf qu'on va biaiser les sondages. Donc, en mentant un peu sur nos intentions de vote et donc en rentrant dans notre catégorie. C'est là de la subtilité. Donc, il faut... rendre aussi hommage au dur métier des sondeurs qui doivent éviter cela et ces tentations un peu naturelles, malheureusement. Mais encore une fois, le vrai problème, c'est ne pas parler à la place des gens. Et c'est ça le plus difficile, d'ailleurs. Oui, on va se retrouver dans quelques instants avec Samy Biazoni. Et puis on sera avec Emmanuel qui nous appelle de Pessac. À tout de suite sur Sud Radio. Bonjour Emmanuel. Bonjour André, bonjour à votre invité et à toute l'équipe. Vous m'entendez bien ? Très bien. Parfait, merci pour votre livre. Ça me rappelle un peu le livre de Pierre Chaillot, d'ailleurs, dans un autre domaine. Oui, dans un autre domaine, absolument. Qui effectivement... Moi, ce qui m'inquiète, en fait, si vous voulez, par rapport à ce que je vois, c'est la mathématisation du monde. C'est une déshumanisation, une désincarnation, une virtualisation. On n'est plus que dans les algorithmes, les GPT, ChatGPT, les statistiques, les études, les sondages, les tableaux, les courbes, les stats. Qui déjà est capable, en tant que personnalité lambda, est-ce qu'elle est formée? Je parle du citoyen lambda dont je fais partie. C'est une formation, ouais. Qui est capable de pouvoir déjà finalement décrypter tout ça. Donc c'est en fait de la manipulation, c'est de l'argument d'autorité. On dit 1000 personnes qui sont un échantillon représentatif de la France. On est 67 millions, c'est pas 1000 personnes qui vont... Mais les décisions sont prises avec ce genre de... s'appuient en tout cas sur ce genre de choses. Emmanuel, juste un mot. Oui, je vous en prie, Il y a quand même des échantillons représentatifs. C'est-à-dire, ce n'est pas 1000 personnes prises au hasard. Hein, oui, mais bon, ça représente pas grand monde quand même. Soit pour le CO2, le Covid, le chômage et tout le reste. On est à chaque fois dans les statistiques qui arrangent finalement ceux qui les font. Et je vais vous citer juste une citation apocryphe ou pas de Churchill qui disait: les statistiques, c'est pour les politiques, c'est comme un réverbère pour les poivreaux. C'est pas la même qu'on avait. C'est pas la même. Celle qu'on a. Alors je vais vous dire toujours dessus, mais il s'éclaire jamais avec. Alors je vais vous dire, Emmanuel, Samy Biazoni, celle de Churchill que vous connaissez, celle de Churchill qu'on connaît si bien. C'est je ne crois en la statistique lorsque je l'ai moi-même falsifiée ou manipulée. Voilà. Vous en avez une deuxième qui concerne le même sujet, mais voilà, c'est le problème, si vous voulez, c'est que cette mathématisation, c'est vraiment une désincarnation de tout. Donc vous êtes sceptique, vous, Emmanuel. Vous êtes statistique. C'est que même au niveau humain, on n'a pas de pauvres, on a un pourcentage de pauvres. On n'a pas de malades, on a un pourcentage de malades. C'est quoi un pourcentage? Derrière, c'est des gens. Oui, bien sûr. Et c'est ça qui fait que la mathématisation du monde désincarne totalement la prise directe. Mais est-ce que c'est la mathématisation du monde, je viendrai à Samy Biazoni, ou ce n'est pas Merci en tout cas de m'avoir fait intervenir. Non, mais je vous en prie. Est-ce que ce n'est pas effectivement l'emploi, la manière de présenter, de médiatiser, de publiciser cette mathématisation? C'est ça. En fait, vous savez, la statistique, c'est l'art du statiste. Le statiste, c'est l'homme d'État. C'est la même racine étymologique. Donc effectivement, malheureusement, lorsqu'on manipule des grandes entités, 67 millions de Français, c'est beaucoup, on est obligé d'avoir des manières de l'appréhender. Alors, je vous rejoins tout à fait, monsieur. Bien évidemment, la statistique ne doit pas prendre le dessus sur tout le reste. Il y a plein d'approches anthropologiques, sociologiques, la proximité, le témoignage. Mais c'est ça une démocratie. On a un grand panel d'outils, il faut tous bien les utiliser. Moi, je m'intéresse que à la statistique dans ce livre-là. Et je dis déjà, nous avons fort à faire pour bien l'utiliser, cette statistique, parce qu'elle est utile.
bien utilisée, elle est considérablement utile. Et ça, il faut quand même pas l'oublier. Ensuite, là, sur la question de la mathématisation, je cite une phrase alors, qui est faussement attribuée à Staline, mais j'aime bien mettre dans la bouche de Staline. Un mort, c'est un drame, 1 million de morts, c'est une statistique. Alors effectivement, vous avez raison, et j'ai un passage sur ça. La mathématisation, elle permet de mettre à distance le réel. Elle permet de le rendre moins douloureux. Effectivement, lorsqu'on entend 15 000 personnes ont échoué... Surtout quand c'est loin, il y a la distance. Hein, exactement, ça met la distance dans les esprits et dans les cœurs. Ouais. C'est peut-être aussi la difficulté, c'est pour cela que nos démocraties ne sont pas que statistiques. On a l'image qui interpelle, le témoignage. Donc voilà, c'est tout cela qu'il faut articuler. L'image du petit bébé Aylan sur les côtes bretonnes qui a ému le monde entier, voilà. etc. Il a effacé toutes les statistiques de mise à distance des naufragés en Méditerranée. Vous voyez bien. Et c'est ça la subtilité de l'être humain. C'est qu'il a cette capacité d'enrichissement de son expérience cognitive et intellectuelle. Donc il ne faut pas réduire nos débats. Mais vous avez raison, cher monsieur. Il y a un danger à la mathématisation excessive du monde parce qu'elle peut donner l'impression que les choses ne sont pas si graves parce qu'elles sont lointaines ou qu'elles sont très facilement opérationnalisables, manipulables par le politique, alors qu'en réalité, elles cachent des réalités humaines très complexes. Mais alors justement, parlons un peu, et vous le dites, d'ailleurs c'est une des parties de votre livre passionnante aussi, le précis d'autodéfense statistique en démocratie. Vous dites bien autodéfense statistique, il faudrait lancer un mouvement, Samy Biazoni, là-dessus. J'en appelle à vos auditeurs. Ce que je veux dire, c'est que, effectivement, vous savez, encore une fois, du matin au soir, du soir au matin, partout dans radio, télévision, sur Internet, partout on entend les chiffres, on les donne, tout ça, encore une fois. Il ne s'agit pas de jeter l'enfant chiffres et statistiques avec l'eau du bain, jamais. Mais comment se défendre? Comment apprendre à se défendre? Parce que c'est pas comme ça vient pas. Il n'y a pas un lapin qui va sortir du chapeau. Bien comment sûr. On fait? Alors, je donne 7 grands principes simples que toute démocratie, à mon sens, équilibrée, moderne, et honnête vis-à-vis d'elle-même devrait appliquer. Je vais vous en citer deux ou trois, et puis j'invite le lecteur à creuser ensuite s'il est intéressé par cela. Par exemple, nous parlions hors antenne de la reproductibilité. L'une des bases de l'établissement de la vérité en quelque matière que ce soit, même en dehors de la statistique, c'est la capacité qu'on offre à autrui de reproduire. C'est la base de la science. On donne les moyens à autrui de se forger sa propre opinion. Et donc, on devrait, normalement, dans une démocratie qui fonctionne bien d'un point de vue statistique, systématiquement publier les données brutes et les choix méthodologiques qui ont été faits, les approximations. Ah oui, comment on a choisi tel chiffre? Comment on a choisi tel chiffre? Pourquoi on a choisi celui-là plutôt qu'un autre? Alors c'est vrai que ça rend les choses arides, parce que chaque article devrait être accompagné de 25 pages. Et c'est pour ça qu'on le fait pas. C'est plus simple à dire qu'à faire. Donc je n'appelle pas à ce que ce soit pour tous les chiffres, tout le temps. Mais je dis qu'il y a des chiffres, et je l'explique bien dans le livre, qui ont une influence, qui ont une dangerosité. Il y a une mathématicienne américaine qui s'appelle Cathy O'Neill et elle parle de Weapon of Mass Destruction. Elle parle des algorithmes et des destruction massive. Oui, avec un très beau jeu de mots en anglais, puisque maths, c'est masse, la masse, et MATH, c'est les mathématiques. Et elle dit, en fait, certaines statistiques ont un potentiel de destruction massive. Typiquement, les chiffres du chômage, vous pouvez changer les chiffres de l'immigration, vous pouvez changer le destin d'un pays. La protection sociale, vous changez le destin d'un pays, selon ce que vous racontez. Les chiffres de la population carcérale, vous pouvez significativement changer le destin d'un pays. Non, mais ce que disait Claude par rapport, effectivement, qu'on avait, ce qu'il disait par rapport aux chiffres, c'est très intéressant. Il dit, voilà, vous dites, c'est les 10 000 qui sont arrivés à Lampedusa, c'est rien par rapport aux 450 millions, mais par rapport aux chiffres des naissances. C'est l'équivalent du nombre de naissances de journée. Il a raison. Il a raison. Oui, alors comment se défendre? Comment être vigilant face à ça? Eh oui, il faut préparer un débat. Et j'en appelle aussi à la responsabilité journalistique. C'est ma deuxième piste. Alors, déjà dans la formation des journalistes. Les journalistes ont pour beaucoup des formations liées aux humanités. Très largement. Pas scientifique. Donc ce sont des gens qui écrivent bien, qui pensent bien, qui perçoivent bien le monde, mais qui souvent, lorsqu'ils sont confrontés aux chiffres, alors certains ont des spécialités maintenant, les écoles de journalisme essayent de développer des petites spécialités, mais ça reste vraiment marginal par rapport au corpus. Il faut peut-être faire changer cela, ou en tout cas avoir des vraies personnalités du monde journalistique sachantes en la matière. C'est pas simple, c'est plus facile à dire qu'à faire. Regardez même les fact-checkers, le profil des fact-checkers. Il y a assez peu de diplômés de statistiques. Et ceux qui se présentent comme fact-checkers, beaucoup à dire, franchement. Enfin, passons. Ce sont des journalistes comme les autres, il faut bien comprendre ce que j'explique. C'est une discipline particulière, mais ce sont quand même des journalistes à part entière. Donc ça, c'est un deuxième exemple. Et peut-être la troisième illustration du réarmement, c'est effectivement même l'éducation du public. Et c'est très simple. Nous n'avons pas regardé, pensez tous, et j'invite tous les auditeurs ici, ceux qui ont des enfants à regarder le programme scolaire de leurs enfants, ceux qui ont fini leurs études depuis peu à se souvenir, et puis ceux qui sont plus mûrs, matures, à se remémorer.
et le renseignement des mathématiques. La statistique occupe une portion absolument minime, voire est absente d'un grand nombre du cursus, d'un grand nombre d'enseignements relatifs au corpus des mathématiques. Encore. Oui, très largement. Ouais, complètement. Même en mathématiques supérieures, SP, moi j'ai fait une classe préparatoire, j'ai fait maths sup et maths spé, on n'a pas fait de stats. Il n'y avait pas de stats, non, on avait la théorie des probabilités qui permet d'aborder les statistiques parce que quand on a un bon bagage mathématique, on y arrive, mais on le fait seul. Ça ne fait pas partie du corpus de base, ou alors très très marginalement. D'accord. Est-ce que nous avons un... On accueille Philippe qui nous appelle de Caen rapidement. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Oui, bonjour André, bonjour M. Bédionnet, félicitations pour votre travail. Merci, alors monsieur. pour moi, très vite, pour moi les sondages sont la thèse du système par excellence antidémocratique, mais c'est mon point de vue. L'auditrice tout à l'heure, elle l'a évoqué brièvement. Y a-t-il des citoyens référents ou référencés pour donner leur avis dans les sondages? Et je compléterai par, à une époque, il y avait des matériels qui se trouvaient physiquement chez M. Lambda, etc. Pour intervenir ou autre. Et enfin, une dernière question, votre réflexion sur l'impact de l'arrivée de l'intelligence artificielle pour les instituts de sondage dans notre société. Voilà, alors, je vais essayer de répondre très, très rapidement. Non, il n'y a pas de sondé professionnel, si c'est votre question. En revanche, comme je le disais, comme vous pouvez vous inscrire désormais librement, certaines personnes sont très appétentes et répondent beaucoup et sont très présentes. Donc effectivement, ces personnes peuvent contribuer beaucoup plus que d'autres. Mais il y a des règles quand même très strictes et il y a une vérification aussi des éléments de sociodémographie. On vérifiera que vous êtes une femme, un homme, et donc vous rentrerez bien dans la catégorie qui doit être la vôtre. Ça, c'est le premier élément qui est important. Sur les boîtiers, en fait, ça existe toujours. Médiamétrie continue encore. Alors c'est pratiquement fini avec les box, mais il y a encore des individus, notamment les personnes les plus âgées d'entre nous, qui sont un peu moins équipées. Donc Médiamétrie n'a pas encore tout à fait, je crois, relâché les box. Moi j'en ai déjà vu, j'ai un ami qui est dans le panel Médiamétrie, qui a été tiré complètement au hasard, qui a un joli foyer avec 2 petits-enfants, il a son épouse. Et donc lui, on regarde, et c'est le français moyen. Voilà. Et en tout cas, vous savez, moi, juste une chose, il ne faudrait pas que les sondages deviennent la crotte de la démocratie qui trotte. Attention, attention, attention. Et merci Samy Biazoni. Merci. Merci Samy Biazoni d'avoir été avec nous. Je rappelle ce livre statistiquement correct, c'est publié aux éditions du CERF. Ça sort aujourd'hui en librairie. Tout de suite, vous avez